Bonjour à tous, alors voici une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui je vous propose l'analyse du numéro de Vadik qui a été filmé au plus grand cabaret du monde dans les années 2000. Vadik était alors jeune diplômé de l'école de cirque de Kiev. Donc comme pour Ignatov, comme pour la vidéo précédente, on va analyser une captation télé, c'est-à-dire que ce n'est pas le numéro en direct, il est peut-être reformaté sur demande de la production. Ça arrive que les télés demandent des versions courtes ou de modifier certaines parties. Donc là, on a une version de 3 minutes, c'est pas très long. Il y a plusieurs caméras, donc plusieurs angles de vue, ce qu'on peut pas avoir quand on est spectateur en direct. Il y a du montage, il y a des moments donc, qui sont sélectionnés, il y a un recalage des applaudissements, etc. Mais voilà, c'est comme ça et on va faire avec ce qu'on a. Je rappelle que l'idée de cette analyse, c'est d'analyser ce qu'on voit et pas forcément ce que l'artiste a voulu faire. On ne sait pas ce qu'il a voulu faire en fait. On ne sait pas si ce qu'il montre est le résultat d'une série de choix conscients ou est-ce qu'il a fait ça naturellement. Est-ce que c'est difficile pour lui ou est-ce que c'est naturel pour lui? Est-ce qu'il a eu beaucoup d'aide? Est-ce qu'il a été bien entouré? Ou est-ce qu'il a monté ce numéro tout seul dans son garage? On ne sait pas. Le but de cette analyse est, si vous êtes spectateur, de vous aider à mieux déchiffrer le discours du numéro, donc de mieux l'apprécier. De la même façon que si on connaît un peu la théorie de la musique, on apprécie mieux l'écoute, à mon avis. Ou au contraire de ne pas vous laisser impressionner pour rien, ça peut arriver aussi. Et pour les jongleurs, c'est de vous pousser à faire des choix plus éclairés si vous montez votre propre numéro ou votre spectacle, c'est-à-dire de ne pas refaire toujours la même chose sans le savoir, ou au contraire de pousser plus loin vos idées existantes et de prendre conscience de ce que vous passez comme discours ou message. Voilà. Donc on va d'abord dérouler le numéro et observer la technique de jonglage. C'est parti. Geste, ça le mérite. Il s'appelle Vadik. Ça le mérite comme ça d'être original. Absolument. Voilà. Il s'appelle. Ouais, je reviendrai Vadik. sur le commentaire de Patrick Sébastien qui dit que c'est original. C'est annoncé comme vraiment la principale qualité de ce numéro. Donc on commence avec une partie de manipulation à un tube. Là je vais pas détailler les figures, il n'y a pas vraiment de figures de jonglage au sens de mouvement cyclique codifié, habituel. C'est plutôt de l'ordre de la chorégraphie. Mais on voit déjà qu'il y a un mélange avec de l'acrobatie. Et alors là, j'en parlerai plus tard, mais on voit qu'il y a un élément de décor qui joue de très près dans le jonglage. En fait. Donc c'est une sorte de cube qui sert à brancher les tubes de jonglage. Voilà, on passe à 2 tubes. Mais c'est plus une transition vers 3 tubes que autre chose. C'est pas vraiment une partie du numéro. Voilà, et on passe à 3 tubes. Alors là, c'est simplement une cascade, dans le sens du side swap 3-3-3-3, voilà. Ensuite, de nouveau une cascade en flat franc et bras croisés. De nouveau une cascade, avec une étape en équilibre sur le front pour chaque tube. Le finish avec un équilibre prolongé. La transition sans tube, il se débarrasse des tubes sur le cube du décor. Voilà. Des mouvements chorégraphiques, de l'acrobatie. On reprend un tube, on monte sur le décor, voilà, ça je trouve ça intéressant, on en reparlera plus tard. Pas de jonglage en attendant, donc une longue transition sans jonglage. Et on reprend le jonglage avec une douche. Pas tout à fait synchrone, enfin je vais l'appeler, pas tout à fait simultané, mais je vais l'appeler simultané quand même. Encore une cascade, avec un body roll voilà, sur le cou, sur l'arrière de la nuque. Passe à une fontaine à 4 avec en plus un tube en équilibre sur le front.
C'est la première fois le numéro qui jongle en face, hein, comme ça. Et puis on a une cascade à 5 qui est venue très très vite. Et c'est la fin du numéro. Il s'appelle Vadik. Voilà, c'est tout. Il vient d'Ukraine. Donc pour résumer en technique, c'est vite fait. Enfin, en tout cas, si on s'attache sur les figures de jonglage, c'est très vite fait. Il y a en apparence pas grand chose, voilà. 4 variations de cascade, une douche, une fontaine, plutôt brève, avec un équilibre sur le front, et pour finir une cascade à 5 assez brève aussi. Voilà, c'est fini. Donc on va regarder un peu la structure du numéro. J'ai fait de nouveau un petit graphique que je vais vous montrer. La ligne verte, c'est le type d'objet. Donc pour la vidéo sur Ignatov, j'avais numéroté les objets 1, 2, 3 avec les balles, les anneaux et les massues. Et bien là, on a un seul type d'objet. Donc la ligne verte est droite, hein, tout simplement. Donc il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. La ligne orange correspond au nombre d'objets. Et on voit que globalement, c'est une structure plutôt traditionnelle aussi, où on commence avec 0, mais tout de suite un objet. Il y a une sorte de pause, mais ensuite on a 2 objets, mais ensuite on a 3 objets. De nouveau une sorte de pause plus longue sans objet. On revient à 3 objets et on passe très vite à 4 et 5, et c'est la fin du numéro. Donc globalement, on suit la progression 1, 3, 4, 5 objets, mais il y a quand même des interruptions entre les principales parties. Et alors, avec la ligne bleue, j'ai voulu décrire les déplacements approximativement, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque mouvement des bras et des jambes, mais j'ai dessiné un peu mon impression de la quantité de mouvement. Donc on voit quand même un truc intéressant, c'est que à un tube, il y a pas mal de mouvements, il y a une pause, qui correspond à la pause du jonglage aussi. Ensuite, il y a une transition avec beaucoup de mouvements. Et ensuite, on passe à la principale partie à 3 tubes. Et là, il y a très peu de mouvements en fait. Ensuite, on arrive à la grande pause de jonglage, à partir d'1 minute 50. Et là, c'est à ce moment qu'on a le plus de mouvements. Ce moment se termine, la pause de jonglage se termine, et la partie très chorégraphique, très acrobatique se termine aussi. Et là, on passe à la dernière partie de jonglage, avec 3, 4, 5 objets. Et de nouveau, la quantité de mouvement est sensiblement réduite. Et juste à la fin, alors je ne sais pas si ça reflète vraiment le détail du numéro, mais il y a un dernier sursaut de mouvement juste à la fin du jonglage. Donc là, on peut voir que plus il y a d'objets, moins il y a de mouvement. Et ça, c'est un cas vraiment très classique. En jonglage, c'est très très dur de mélanger vraiment le jonglage et le mouvement, l'acrobatie, la chorégraphie. Mais je trouve que c'est plutôt bien agencé, c'est plutôt bien mis ensemble. L'un et l'autre se complètent plutôt bien dans ce numéro, à mon avis. Alors, je précise une petite chose, c'est que quand je parle de mouvement, je parle des mouvements qui sont pas directement liés au jonglage. C'est-à-dire, si vous êtes en train de jongler à 5 objets, vos bras bougent, mais je vais pas appeler ça mouvement dans le contexte de cette vidéo. Je vais appeler mouvement tout le reste, c'est-à-dire tous les mouvements du corps qui sont pas directement nécessaires au mouvement des objets. Donc ce type de mouvement, je peux appeler ça chorégraphie à certains moments aussi. C'est dans le cadre de notre grille d'analyse à nous, je vais séparer les mouvements directement liés au jonglage et les autres. Alors je reviens au contenu du numéro. Donc je disais que si on s'arrête au jonglage au sens strict, c'est-à-dire les figures habituelles qu'on peut reconnaître facilement, la cascade, la douche, donc si on s'arrête à ce genre de technique, on peut se dire que le numéro est assez limité en fait. Il n'y a pas énormément de vocabulaire, mais une bonne partie de l'intérêt du numéro se situe pour moi dans la chorégraphie et la mise en scène. Et on va voir que l'ensemble jonglage, chorégraphie, mise en scène crée quand même un univers assez intéressant et cohérent. Déjà, on peut parler des objets que Vadik utilise, donc ce sont des tubes de polyéthylène d'1 mètre de longueur. Et dans le numéro, on a seulement ce type d'objet, on n'en a pas d'autres, on a un type d'objet unique. Par opposition à la vidéo précédente où on regardait Sergei Ignatov qui utilise les balles, les massues, les anneaux, donc la triade classique des jongleurs. Là, Vadik utilise un seul type d'objet. En plus, c'est un type d'objet très abstrait. Ce morceau de tube se rapproche un petit peu des massues, il y a des techniques communes, mais c'est nettement plus abstrait. Une massue, c'est extrêmement typé du jonglage.
Aujourd'hui, quand on voit une massue, on pense immédiatement jonglage. C'est un type d'objet qui est utilisé uniquement pour le jonglage. Ce morceau de tube, déjà, c'est rarement utilisé dans le jonglage, donc on se demande d'où ça vient. En fait, il y a un premier décalage qui se crée. C'est un tube d'1 mètre, c'est un produit semi-fini. On dirait que ça sort directement d'une usine. Hein. C'est pas retravaillé, c'est pas décoré, c'est pas transformé. C'est un objet qui est fabriqué en quantité industrielle, en très très grande quantité, et qui peut servir à une multitude d'applications. Un bout de tuyau, ça sert dans la plomberie. Un bout de tuyau en polyéthylène comme ça sert dans l'irrigation. Ça sert dans tous les cas où on transporte des liquides en fait. Hein. Donc c'est presque un objet indénombrable, c'est une quantité continue, c'est-à-dire c'est 1 mètre de tube sorti d'usine, c'est 1 mètre qui est coupé d'une longueur qui fait peut-être des kilomètres et des kilomètres, qui sort de la machine à fabriquer des tubes. Par opposition aux massues qui ont une quantité discrète ou dénombrable. Quand vous voyez un jongleur qui jongle avec des massues, vous savez combien il a de massues. Vous pouvez essayer de les compter. Il y en a 3, 4 ou 5 ou plus. Voilà. Mais là, les tubes, alors évidemment, on voit qu'il a 5 tubes, mais le type d'objet évoque des kilomètres de tubes. C'est un objet qui est une fraction de quelque chose de plus grand, en fait. Donc pour moi, ce numéro, c'est une étape intermédiaire entre Ignatov et des formes de jonglage beaucoup plus modernes, que j'appellerais pour l'instant des jonglages de matière. Et je peux citer, par exemple, le numéro de Jimmy Gonzalez qui avait joué au Cirque de Demain il y a quelques temps, où Jimmy jongle avec de l'argile qu'il transforme en balles. Donc chaque balle est en fait un petit morceau d'une certaine quantité d'argile. Et ça, c'est montré sur la scène. Ou d'autres numéros où les limites entre les objets tendent à se dissiper et où les artistes en viennent à jongler directement avec la matière brute. Donc je pense à Nathan Israël, par exemple, et son homme debout. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres exemples en tête. Donc là, on n'en est pas encore là, mais il y a déjà cette idée, en fait, de quantité indénombrable. On pourrait aussi analyser la matière polyéthylène, qui est très très générique, c'est-à-dire qui sert à des tas de choses différentes. Le polyéthylène, voilà, ça se trouve partout dans le monde moderne, dans l'industrie, dans les objets qu'on utilise au quotidien. Et juste noter que le polyéthylène blanc, ça n'existe pas en France, parce que j'avais cherché à me procurer du polyéthylène blanc pour expérimenter aussi avec des objets, mais en fait en France on le trouve que en noir. Alors voilà, dites-moi si vous savez en trouver en blanc en France. Tout ça pour dire que les objets de ce numéro ont une symbolique beaucoup plus large que les massues. Encore une fois, les massues sont un type d'objet très typé jonglage, donc on voit une massue, on pense tout de suite jonglage, même cirque. Là, on a des objets de couleur blanche, donc on peut projeter ce qu'on veut. Je reviendrai peut-être un jour sur l'archétype moderne de la massue blanche. Mais avec un objet de couleur blanche, c'est comme un écran où on peut projeter ce qu'on veut. C'est une couleur neutre, pure, mais dans ce contexte, je dirais surtout neutre. C'est un objet fongible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fongible? Ça veut dire qu'un objet est équivalent à un autre objet du même type. C'est-à-dire que les objets sont interchangeables parmi des millions d'autres. Et tous les objets sont identiques. Chaque objet n'a pas de statut individuel. Ça veut dire que c'est un objet standard, industriel. Par rapport à, encore une fois, je compare à Ignatov qui avait des objets plutôt artisanaux, avec des objets qu'il fabriquait peut-être lui-même, ou fabriqués en tout cas par un être humain à l'unité. Et dans les tubes de Vadik, même les deux extrémités sont fongibles en fait. Il n'y a pas d'endroit et d'envers comme dans les massues. Donc par rapport à Ignatov, on a vraiment changé d'époque avec le numéro de Vadik. L'objet joue un rôle très complet par rapport à Ignatov, chez qui les objets sont toujours subordonnés au jongleur et portés par le jongleur. C'est-à-dire que dans le numéro de Vadik, l'objet est manipulé à la façon classique d'un objet de jonglage, mais à d'autres moments, l'objet porte le jongleur. Donc on voit à certains moments que Vadik s'appuie sur un tube pour exécuter une acrobatie. Et en plus, avec le cube central, où Vadik branche ou débranche les tubes, les accessoires de jonglage jouent un rôle scénographique aussi. C'est-à-dire qu'ils continuent d'exister même quand le jongleur ne les utilise pas. Et avec tout ça, j'en arrive à la conclusion que le jongleur est dans le numéro. Encore une fois, au contraire de Ignatov qui fait son numéro, c'est-à-dire c'est lui qui dirige tous les objets, c'est lui qui dirige toute l'action visible par les spectateurs. Ici, c'est différent. Il y a
plusieurs éléments qui ont des statuts comparables. Je dirais pas équivalents, mais en tout cas, on a le jongleur, les objets et la scénographie qui ont chacun à leur tour une sorte de premier plan. Chacun à leur tour une sorte de rôle principal dans le numéro. De temps en temps, c'est les jongleurs qui jonglent à la façon classique. De temps en temps, ce sont les objets qui prennent le pas sur le jongleur par leur côté graphique, leur taille aussi, par leur vitesse de mouvement, leur couleur par rapport au jongleur qui est plus terne en fait que les objets. Et de temps en temps, c'est la scénographie qui avale entre guillemets le jongleur, qui circule à l'intérieur. Et la scénographie bascule aussi, donc la scénographie se met à bouger. À mon sens, on a un jeu beaucoup plus articulé entre les différents éléments du numéro. Alors que dans d'autres numéros, qu'on appellerait aujourd'hui plus traditionnels, il y a une situation unique qui est que le jongleur contrôle tout ce qui se passe. Alors sur la technique de jonglage, j'ai pas grand chose à dire de tout le numéro. J'ai pas grand chose à dire en général sur les figures et leur exécution. Je trouve que le jongleur maîtrise bien sa technique, c'est net et précis. Disons que globalement, ça m'inspire de la confiance. Je le vois pas hésiter, ça tombe pas. L'exécution du numéro m'aide bien à partir avec lui dans son univers. Je vais juste m'attarder sur le 5 tubes de la fin. Et si vous regardez bien, il fait des rattrapes un peu bizarres de la main droite. Alors je vous repasse le 5 tubes. Voilà, j'arrête sur cette image-là. Donc de la main droite, on voit que Vadik ne rattrape pas de la même façon que la main gauche. Il rattrape les tubes en quelque sorte à l'envers, c'est-à-dire avec le pouce vers l'arrière. Et il rattrape bien la figure, comme il n'y a pas de mauvais sens d'un tube, donc il peut remettre le tube dans le bon sens, enfin il peut remettre le tube dans la figure en tout cas, et faire en sorte que la figure continue. Alors, je cherche pas à corriger son 5 tubes, mais c'est juste pour moi l'occasion de parler d'un problème que je vois très couramment à 5 massues ou objets similaires comme les tubes, ou plutôt de 2 problèmes qui peuvent arriver en combinaison. Ces 2 problèmes sont le placement de la croix et l'ouverture des portes. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce que je veux dire. La croix, c'est le point du plan frontal où les trajectoires se croisent. Donc imaginez que vous jonglez à 5 balles, donc les 5 balles circulent dans un plan qui est parallèle au plan qui contient vos épaules et vos pieds. Donc c'est un plan vertical qui est devant vous, comme si vous étiez debout devant une vitre. Et les 5 balles circulent dans cette vitre. Et il y a un point dans cette vitre où les trajectoires se croisent. Donc c'est ça tout simplement que j'appelle la croix. Donc la croix est le point du plan frontal où les trajectoires se croisent, et dans l'idéal, elle se trouve dans le plan médian aussi. Et le plan médian, c'est le plan qui coupe le corps en 2 moitiés, droite et gauche. Donc la croix se trouve dans le plan frontal et dans le plan médian. Et cette croix doit pas être trop haute, sinon ça augmente le risque de collision des objets. Voilà pour la croix. Ce que j'appelle l'ouverture des portes, c'est l'angle des massues ou des tubes par rapport au plan médian. Donc une porte fermée, c'est un angle important, c'est une massue qui pointe nettement vers l'autre côté, et une porte ouverte, c'est une massue qui pointe vers le même côté, le côté de la main qui la tient. Donc une porte fermée, c'est une massue tenue par la main gauche qui pointe vers la droite, ou bien une massue tenue par la main droite qui pointe vers la gauche. Et une porte ouverte, c'est une massue tenue par la main gauche qui pointe vers la gauche, ou bien une massue tenue par la main droite qui pointe vers la droite. Donc dans le jonglage de Vadik ici, j'ai l'impression d'une part que sa croix est légèrement décalée vers la droite, ce qui fait que les tubes lancés de la main gauche arrivent un peu trop loin à droite. Et c'est pour ça qu'il rattrape de cette façon. D'ailleurs sur l'image, vous voyez que sa main droite est bien plus écartée que habituellement sa main gauche. Et d'autre part, sa main gauche lance les tubes assez parallèles au plan médian, c'est-à-dire que la porte n'est pas assez fermée à mon sens. Ce qui fait que le tube ne tape pas seulement dans la main, mais aussi sur l'avant-bras, parce que le tube ne pointe pas assez vers la droite pour être attrapé confortablement par une main en position naturelle. Donc le poignet doit se contorsionner un peu, et en plus le tube tape contre l'avant-bras. S'il y en a parmi vous qui jonglent déjà à 5 massues, vous avez peut-être eu ce phénomène de l'un des 2 avant-bras qui rougit, parce que le manche de vos massues tape dessus à répétition, et ça finit même par faire mal au bout d'un moment.
ce que je fais souvent dans ce cas, quand je travaille avec des jongleurs, c'est de reprendre complètement le travail sur la croix et les ouvertures de portes. C'est pas forcément facile parce que le corps et les habitudes de mouvement ne sont jamais vraiment symétriques, hein. Un être humain, c'est symétrique que de loin, hein. En fait, de près, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de différences entre les deux côtés. Et il y a des différences qui sont acquises, mais il y a aussi des différences qui remontent à très loin, même à la naissance, hein. Donc, parfois, il vaut même mieux pas y toucher parce que les habitudes sont trop ancrées profondément et vouloir les changer serait trop perturbant en fait. On perdrait plus de temps à essayer de les changer qu'à essayer de faire avec. Mais dans beaucoup de cas, un petit travail d'ajustement rend le jonglage vraiment plus stable et résistant aux perturbations. Donc là, j'ai rien à apprendre à Vadik. Il a vraiment un super numéro, mais simplement je reconnais quelque chose qui pose souvent problème chez les jongleurs. Voilà, je repasse le synchronisé, hop, il va refaire le truc à l'envers en quelque sorte. Alors maintenant, je voudrais dire un petit mot sur la musique, donc je vous repasse un moment du numéro où on l'entend bien. Voilà, donc ces quelques secondes suffisent largement pour identifier très clairement le genre de cette musique-là, qui est de la drum and bass. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un genre qui est né dans les années 1990, et qui est toujours super vivant aujourd'hui, mais enfin, la grande époque, voilà, c'est la grande époque, c'était les années 90-2000. Donc c'est un genre qui est né dans les années 90, qui est fait de rythmes saccadés, syncopés, c'est-à-dire que la pulsation est masquée. C'est-à-dire que la pulsation n'est pas directement matérialisée par les percussions. Les percussions sont en dehors des pulsations principales, donc sur les temps faibles, et toujours changeants. C'est-à-dire que les rythmes sont faits pour perturber la sensation de la pulsation, en fait. Dans ce genre de musique, souvent il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de progression harmonique traditionnelle, et même si c'est un genre né dans les années 90, donc avec certaines technologies, la numérisation, les sampleurs, les séquenceurs, etc. C'est un genre qui est toujours bien vivant et toujours en bonne partie esthétiquement futuriste. Donc ici, c'est une musique qui est très cohérente avec le reste du numéro, qui suggère des mouvements rapides et saccadés, qui pour moi représente aussi un lien avec l'objet, avec ce tube de 1 mètre, qui est un objet industriel et technique. Pour la drum and bass, c'est la même chose, c'est une musique produite avec des machines, donc qui est liée de la même façon à l'industrie et à la technique. Dans le numéro, globalement, on a un esprit synthétique dans le sens opposé à naturel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme, et on voit ça donc avec la matière de l'objet, la scéno abstraite. Voilà, je m'arrête sur cette image pour parler du costume. Alors je suis pas expert en costume, donc je peux pas faire une analyse poussée sur cet aspect. Si vous êtes plus spécialiste que moi, dites-le moi en commentaire, aidez-moi. Mais ce qui frappe au premier regard, c'est la couleur, ou plutôt les deux couleurs, gris et noir. Et donc le costume est utilisé pour placer le jongleur en arrière-plan par rapport aux objets. Donc les objets sont blancs et le jongleur est gris et noir. Donc il est plus terne que les objets. Mais le jongleur est quand même relié aux objets, c'est-à-dire c'est pas comme si les objets étaient rouges ou d'une autre couleur vive. Là, on a une sorte de gradation, en fait. Les objets sont blancs et le costume est gris et noir. On devine aussi la peau de l'être humain qui est sous le costume, mais juste par endroits, c'est vraiment une petite touche. Ce qui aide peut-être quand même à dire qu'au fond de tout ça, il y a un être humain. Voilà, ça crée peut-être une connexion avec le public, au lieu de donner simplement la sensation de regarder une sorte de robot futuriste. Dans le costume, on voit de la dissymétrie aussi, c'est-à-dire que les motifs noirs ne sont pas les mêmes à droite et à gauche. Donc si vous voyez l'espèce de pièce qu'il y a sur le torse, elle est clairement orientée vers la droite. Sur le bras droit, il y a des sortes d'anneaux qui se trouvent pas sur le bras gauche, et vice-versa, sur le bras gauche, sur l'épaule, il y a un motif qui descend et qui est pas du tout sur l'épaule droite. Sur le bas du corps, c'est la même chose. Je vais pas faire la liste de tous les détails, mais cette dissymétrie, pour moi, elle se relie au caractère agité et saccadé de tout le numéro, de tout le mouvement dans le numéro. La dissymétrie, c'est pour dire que on n'est pas en équilibre, on n'est pas en position de repos. Donc le costume, globalement, me donne l'impression d'un personnage étrange, au sens où il y a quelque chose de travers. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, comme un personnage qui vient d'une autre planète, ou un personnage qui vient d'ailleurs, que ce soit ailleurs dans le temps ou dans l'espace, c'est-à-dire ailleurs du futur, ou ailleurs d'une autre planète. Le costume me donne en même temps l'impression d'un vêtement de travail, avec du tissu assez rigide, qui peut-être est fait pour en partie protéger
de l'environnement, comme quand on porte un bleu de travail pour éviter les éclats quand on travaille sur du bois ou du métal. Il y a un peu de ça dans ce costume, à mon impression. Je remarque aussi que je n'arrive pas à savoir ce que veulent dire ces motifs. Je n'arrive pas à trouver leur fonction, s'ils en ont une. Et ils en ont certainement une, comme je disais au début, en fait. Je rappelle que dans cette analyse, je considère que tout a un sens aussi, que ce soit intentionnel ou pas. Donc je suppose que ces motifs ont un sens, mais je ne sais pas lequel. Dans ma culture, parmi les choses que j'ai déjà rencontrées dans ma vie, j'ai jamais vu des motifs comme ça sur un costume. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Donc on ne sait pas où on est avec ce personnage, mais on est ailleurs, encore une fois, hein, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, donc soit sur une autre planète, soit dans le futur. Et ça me rappelle au début de cette vidéo où Patrick Sébastien dit que le numéro est original et que c'est sa qualité principale. C'est la seule chose qu'il dit du numéro. Ça me fait quand même un peu penser, ce costume, aux représentations d'ouvriers égyptiens ou aux soldats romains avec la jupe, les guêtres, les manchettes sur le bras gauche, comme si le bras droit servait à l'attaque, comme si le bras droit était plus agile et léger, et que le bras gauche servait à la défense, le bras gauche qui est protégé et renforcé par la manchette. Donc ça me fait penser aux Égyptiens ou aux Romains, mais du futur en fait. Et c'est un procédé classique de la science-fiction en fait. Hein. En science-fiction, on n'invente rien, on s'inspire souvent de quelque chose qui existe, soit dans le passé, soit dans d'autres règnes du vivant, par exemple des insectes ou quoi. On le change un peu et on dit que ça vient du futur ou d'une autre planète. Donc là, c'est un peu le même procédé. Dans le numéro, on a un homme seul. Comme on a vu avec le costume, c'est une sorte d'ouvrier, technicien, soldat, futuriste ou dystopique, c'est-à-dire rien qui rappelle quelqu'un qu'on pourrait voir couramment dans la rue ou dans les médias. Ce personnage, cet homme seul, il a une mission mystérieuse, et là je vais parler de l'ironie dramatique. L'ironie dramatique, c'est quand le personnage d'une pièce de théâtre sait quelque chose que le spectateur ignore. Et en jonglage, c'est très très courant en fait. Quand on observe un jongleur en spectacle, on ne sait pas très bien pourquoi il jongle. C'est surtout le jongleur qui sait pourquoi il jongle. Le spectateur accepte cette part de mystère, le spectateur accepte de ne pas savoir pour suivre le jongleur dans son parcours. Donc l'ironie dramatique crée une tension, c'est-à-dire que les spectateurs peuvent se sentir intrigués, voire inquiets, et c'est normal d'être inquiet quand quelque chose est dissimulé, c'est-à-dire que ça pourrait être dangereux, on ne sait pas, mais ça pourrait, donc on se méfie. Donc l'artiste leur cache quelque chose, et l'artiste ne donne pas toujours de réponse, donc quelquefois on a la réponse au bout d'un moment, donc l'ironie dramatique peut être temporaire, mais en jonglage, c'est très courant que l'ironie dramatique persiste jusqu'à la fin du numéro, et qu'on n'a jamais la réponse sur pourquoi le jongleur fait ce qu'il fait. Donc ici, comme dans beaucoup de cas, le spectateur accepte de ne pas tout savoir. En l'occurrence, un extraterrestre vient sur Terre, mais on ne peut pas tout savoir de lui. Alors je vais parler du début et de la fin du numéro. Donc au début, le jongleur est déjà dans le numéro. Là, c'est presque la première image que je peux voir sur cette vidéo. Le jongleur est déjà dans le numéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'introduction. Donc je compare de nouveau à Sergei Ignatov, qui arrive, qui salue, prend un objet, un deuxième, un troisième, et commence à jongler. Là, il n'y a pas ça. On a directement le début du numéro. Il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de connexion au public, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Ça commence direct. Alors, peut-être que c'est la captation télé qui donne cette impression, mais j'ai l'impression que si c'est bien ce que je crois, c'est assez cohérent avec le reste du numéro. Donc voilà, il n'y a pas d'introduction. On va tout de suite au cœur du sujet. On va droit au but. Voilà, et je vous repasse la fin. Il s'appelle Vadik. Il vient d'Ukraine. Voilà. La fin du numéro est assez abrupte, sans salut. C'est-à-dire qu'il y a un salut, là sur l'image on voit le salut, mais au moment du salut, le numéro est déjà fini en fait. La musique est arrêtée et la fiction est déjà cassée. C'est-à-dire que là sur l'image, il sourit, il a tout d'un coup une tenue du corps très différente, où il est détendu, il redevient l'être humain qui s'appelle Vadik, quoi. Alors que juste avant, il est encore l'extraterrestre qui débarque de sa planète. Et le numéro se termine là, pour moi, au moment où il tourne la tête vers le public. Donc pour moi, dans ce numéro, le jongleur est deux passages, c'est-à-dire que en assistant au numéro, on assiste à une partie de sa mission qui avait déjà commencé avant et qui se poursuit après le numéro.
dans la fiction qui est installée par le numéro, dans l'histoire qui est racontée par le numéro. Au contraire de Ignatov, qui arrive pour commencer quelque chose et le finir devant le public. Donc Ignatov, il finit victorieux, et voilà, le numéro se finit avec cette victoire. Ici, le numéro se termine pas vraiment, en fait. Du coup, il est fini de manière assez brusque. Pour moi, ce numéro, c'est ni une tragédie, ni une comédie. Alors, de manière très simplifiée, une tragédie, c'est une histoire qui se finit mal, et une comédie, c'est une histoire qui se finit bien. Et dans toutes les histoires, il y a une question dramatique, c'est-à-dire, au début de l'histoire, on peut se poser la question, est-ce que le héros arrivera à surmonter ses épreuves? Est-ce que le héros, dans le cas de Sergei Ignatov, obtiendra la vie éternelle? Est-ce que le héros parviendra à guérir ou à sauver la planète, etc. Donc ici, la question dramatique, c'est-à-dire, relèvera-t-il les défis qu'il va rencontrer? Cette question dramatique, elle est remise au second plan. C'est pas le plus important dans le numéro. Et même, j'ajoute que quand Vadik jongle à 5 tubes, il finit pas vraiment son jonglage. Il laisse tomber tous les tubes au sol et on sait pas si c'est fait exprès ou pas, on sait pas si c'est une fin ou pas, on sait pas s'il passe à la suite parce que c'est prévu ou pas. Donc cette fin-là, elle est un peu mangée en quelque sorte, mais c'est pas forcément gênant, c'est-à-dire que c'est dans l'esprit du numéro, c'est cohérent avec tout le reste de l'univers. Donc il n'y a pas vraiment de victoire dans ce numéro, il n'y a pas vraiment de résolution de cette question dramatique. Alors quand même, il surmonte quelques épreuves, donc les quelques figures de jonglage qu'il fait dans des situations périlleuses, en grimpant sur son cube de scénographie. Mais à mon sens, c'est pas la question centrale. Donc pour moi, le modèle du monde de ce numéro, c'est non pas de vaincre et d'accéder à la vie éternelle, comme Ignatov, mais de rester en mouvement. Donc la morale, en quelque sorte, c'est que la vie est une série d'équilibres précaires et que pour survivre, il faut rester en mouvement. Au début, je disais que je fais cette analyse seulement avec ce que je vois, mais après cette analyse, je serais quand même assez curieux de voir comment le numéro est né. Comment sont venues les idées, voilà, où est-ce qu'ils ont trouvé ces tubes, quelles réflexions ils ont eues pour construire le numéro. Alors j'avais eu la chance de voir ce numéro alors que Vadik n'était pas encore sorti de l'école, et j'ai retrouvé des gens qui l'ont connu aussi et qui m'ont dit que le numéro n'avait pas beaucoup joué. Voilà, que Vadik était passé à autre chose, qu'apparemment il n'a pas continué dans le monde du jonglage. Est-ce que c'est dû à des raisons personnelles ou est-ce que le numéro se vendait pas? On le saura peut-être jamais. En tout cas, moi je trouve que c'est un numéro super intéressant. Est-ce que le marché aurait dit la même chose? On le saura peut-être pas. Donc voilà pour aujourd'hui. Regardez en description pour trouver différents liens. Le lien vers mon analyse précédente sur Sergei Ignatov, si vous ne l'avez pas encore vu, elle peut être assez intéressante par rapport à cette nouvelle analyse. Un lien vers mon guide de démarrage gratuit pour monter un numéro de jonglage. Le lien pour vous procurer mon guide d'initiation au jonglage intitulé « Apprendre le langage jonglé ». Et voilà, merci d'avoir regardé, likez, abonnez-vous, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je développe certains points, si vous voulez que j'analyse d'autres numéros, et rendez-vous à la prochaine vidéo.